Donc bonsoir à tous. Claire Grossoeuvre, donc cap technique sur la Fédération de triathlon. Merci d'être présents ce soir parmi nous. On est assez nombreux. Je vous demanderai déjà d'éteindre tous votre micro. Et si au cours de la webconf, vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions, puis on interviendra, on essaiera d'y répondre soit à la fin, soit en cours de route avec notre intervenant. Donc j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Stéphane Notin, qui est enseignant-chercheur sur l'Université d'Avignon. Donc ce webinaire fait partie, clôture en fait la série de webinaires sur l'impact physio du multisport d'endurance. On a fait déjà trois webinaires, voilà, c'est le quatrième. Stéphane Notin donc, est enseignant-chercheur spécialiste du cœur. Donc, on va aborder cette thématique ce soir. Il est aussi le co-directeur de la thèse d'Anthony Bira, qui a fait les travaux de recherche et qui vous les a présentés d'une part sur le RAID et puis qu'on continue actuellement sur le triathlon. Et puis, il accompagne aussi tout ce qui est équipe, relève et tout sportif de haut niveau avec la fédération sur la thématique cardiaque. Je vais laisser donc Stéphane se présenter un peu plus et puis entamer voilà, sa présentation. Donc, n'hésitez pas à poser 2-3 questions si vous avez besoin en cours sur le chat et puis on essaiera d'y répondre à la fin. Voilà, merci Stéphane, je te laisse la main. Ok, merci beaucoup Claire pour cette introduction. Bonjour à tous. Je ne sais pas quoi rajouter de plus sur ma présentation. Peut-être juste dire que je suis enseignant-chercheur à la Faculté des sports d'Avignon. Donc moi, je n'ai pas une formation de médecin ni de cardiologue, mais une formation de physiologiste de l'exercice et donc mathématiques de recherche, effectivement, sur l'Université d'Avignon. C'est le cœur du sportif. Voilà, donc je réalise beaucoup d'échographies cardiaques chez les sportifs pour essayer de comprendre l'adaptation cardiaque à long terme, à l'effort, suite à des épreuves de longue durée. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter ce soir. Donc, mon diaporama, je pense qu'il n'est pas trop long. J'ai essayé de faire quelque chose de simple, sachant que le cœur, c'est un organe complexe, que ce n'est pas facile de l'appréhender. Donc, je vais à un moment donné, entre guillemets, faire le prof. Je vais faire quelques rappels de physiologie, parce que quand je vais vous parler de certains résultats, on est obligé de comprendre un petit peu comment le cœur marche. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une présentation qui va peut-être durer 3/4 d'heure, 1 heure. Et après, donc, ça permettra de laisser place à beaucoup de questions. Et j'ai pensé que le mieux, c'était peut-être de vous faire la présentation dans sa globalité. Et puis après, par contre, vous pourrez poser, bien entendu, toutes les questions que vous aurez envie de me poser sur certains points que j'aurais pu développer. Alors, la question, le sport d'endurance est-il bon pour le cœur? Bon, c'est une question qui n'est pas simple, vous allez voir. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre complètement à cette question. Peut-être que vous allez être déçus. Bon, je vais quand même essayer d'apporter des arguments. Et puis, j'espère aussi que je vais répondre quand même par l'affirmatif, parce que je sais qu'en face de moi, il y a beaucoup de coachs, beaucoup de sportifs, beaucoup de personnes qui font du vélo, des sorties de 100 km ou plus, etc., qui font bien entendu du triathlon. Et dans ce cadre-là, bon, j'espère pour tous que le sport d'endurance, effectivement, est bon pour le cœur. Alors, on va se poser cette question quand même, malgré tout, et je vais faire référence à cette première diapo, là, cette personne qui lève les bras au ciel, parce que cette personne, donc, je l'ai mis. Tu as coupé ton micro, Stéphane. Tu as coupé ton micro. Ah, pardon, Ouais. voilà. Ouais, donc, ouais, je disais cette. Bon, j'espère que je ne l'avais pas coupé depuis le début quand même, Non, 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 rassure-moi. juste quand tu présentais la Bon, personne, je ne ouais, sais pas ouais, s'il y avait un truc voilà. intime ou pas, Ouais, mais ça va. Non, non, c'est bon. Donc, ouais, voilà, j'aime beaucoup cette photo parce que je la trouve très élégante. Et puis, elle m'impressionne aussi parce que cette personne, c'est le vainqueur du Tour des Géants 2012. Alors, le Tour des Géants, c'est un ultra-trail qui se fait en Italie. Et cet ultra-trail, c'est 330 km avec 24 000 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est quand même un effort de presque 76 heures. Et finalement, ça amène à se poser une question qui est, eh bien, peut-être que le sport d'endurance, c'est bon pour la santé, mais jusqu'à quel point? Voilà, c'est ça qui va nous amener à poser cette question. Alors, bon, je pense que mon diaporama, des fois, il n'a pas envie de passer, mais voilà. Alors,
on se pose cette question aussi, bien entendu, parce qu'on est dans un contexte où on peut penser que ces sports d'endurance, ces sports de très longue durée, c'est une niche. Et finalement, on s'aperçoit quand même que sur des efforts qui commencent à être vraiment longs, type marathon, j'ai pris quelques chiffres. 2019, c'est presque 50 000 participants au marathon de Paris. Si on regarde l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est 10 000 trailers au départ. Sur, malheureusement pour eux, 26 678 inscrits parce qu'il y a un tirage au sort. Et puis, bon, c'est des exemples. Hein. J'ai pris aussi l'exemple de l'étape du Tour où c'est 135 km de vélo, 4 500 mètres de dénivelé, 15 000 cyclistes au départ. Bon, ça veut dire quand même qu'on est sur une discipline qui n'est pas tant une niche que ça et qu'il y a beaucoup de participants. Et puis, si on regarde aussi l'évolution, avant de rentrer un peu dans la physio, je fais un petit peu de socio, entre guillemets. Si on regarde l'évolution des pratiques, j'ai trouvé quelques chiffres, notamment des chiffres qui sortent d'une étude de 2014 aux États-Unis, où on s'aperçoit que finalement, de 1990 à 2014, on a une évolution très importante des marathoniens, notamment ici, ou sur des courses en athlétisme. Et puis, si on regarde en France sur le nombre d'événements type trail, eh bien, on s'aperçoit aussi qu'entre 1995 et 2016, ce type d'événement explose. Donc, ça veut bien dire qu'on est quand même dans un contexte où il y a de plus en plus de pratiques aérobie de longue durée, voire extrême, et que dans ce contexte, vraiment, la question de est-ce que le sport aérobie est bon pour le cœur, eh bien, forcément que dans ce contexte, elle se pose. Alors, la première partie de ma présentation, ça va être déjà sur l'entraînement. C'est-à-dire que je vais vous parler de, eh bien, finalement, quel est l'impact de l'entraînement aérobie sur le cœur. Donc, on va voir dans une première étape, finalement, quels peuvent être les effets bénéfiques de l'entraînement. Alors, avant de parler de ça, vu que je vais parler du cœur pendant toute ma présentation, je vous fais juste quelques petits rappels pour peut-être simplifier les choses quand je vais vous parler de certains paramètres. Le cœur, bon, c'est un organe, vous savez tous que c'est la pompe qui va circuler le sang. Et pour faire circuler le sang, le cœur va se contracter systématiquement. La contraction du cœur, c'est ce qu'on appelle la systole. Donc la systole, c'est la phase d'éjection. C'est le moment où les ventricules vont se contracter. Alors, lors de la systole, il y a une certaine quantité de sang qui s'éjecte. Cette quantité de sang, c'est ce que l'on appelle le volume d'éjection systolique. Voilà, si vous voulez, quand vous dites votre cœur bat à 60 fois par minute, par exemple, à chaque éjection, le volume de sang, on l'appelle le volume d'éjection systolique. Un deuxième paramètre que l'on étudie beaucoup dans ces études, c'est ce que l'on appelle la fraction d'éjection. Alors, la fraction d'éjection, pour faire simple, c'est le pourcentage de sang qui est éjecté à chaque battement. Ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que votre cœur se contracte, donc il y a une quantité de sang dans les ventricules qui vont être éjectés, mais la quantité de sang qu'il y a dans les ventricules, elle ne va pas sortir à 100%. Elle va sortir seulement sur un certain pourcentage, et ce pourcentage dans des conditions de repos, c'est-à-dire quand on va regarder un cœur en conditions de repos, il est de l'ordre de 60-70%. Voilà, donc ça, c'est la quantité de sang qui est éjectée. Le reste, eh bien, ça reste dans le ventricule et ça sera éjecté au prochain battement. D'accord ? Donc ça, c'est un paramètre qui est intéressant parce que vous allez voir tout à l'heure quand on va comparer, par exemple, avant, après une course, ou les effets de l'entraînement sur le cœur simplement, eh bien, on va avoir, par exemple, aussi ces paramètres. Alors, un troisième facteur qu'on pourra regarder, finalement, c'est ce qu'on appelle la contractilité intrinsèque du myocarde, c'est-à-dire comment il se contracte, ce myocarde. Donc, je vous montrerai tout à l'heure quelques vidéos, notamment ici, par exemple. Donc là, c'est une vidéo qui a été récupérée par échocardiographie. Pourquoi ? Parce que chez le sportif, l'échocardiographie, c'est une méthode quand même qui est juste fabuleuse parce qu'elle est sans danger, elle n'a aucune contre-indication, elle est très facile d'accès, elle est d'un coût modéré, on va dire, et elle permet d'évaluer énormément de choses et elle permet notamment d'évaluer la fonction cardiaque. Donc là, vous avez quoi sur cette vidéo qui tourne en boucle ? Alors, en espérant que par le webinaire, vous la voyez bien, je ne sais pas trop. Je pense que vous devez voir si, c'est bien. Voilà. Et alors là, je ne sais pas, vous voyez ma souris aussi, j'imagine ?
voilà, ici, sur cette vidéo, vous voyez 4 cavités ici. Vous voyez en bas à droite, vous voyez l'oreillette gauche. Au-dessus, la plus grosse cavité ici, c'est le ventricule gauche. Ensuite, vous avez l'oreillette droite et vous avez le ventricule droit. Et on voit très bien ici, entre l'oreillette et le ventricule, ici à gauche ou ici à droite, on voit très bien les valves qui vont s'ouvrir et se fermer à chaque cycle. Donc ça, c'est ce que l'on peut enregistrer par échocardiographie. Et puis, à partir d'outils, vous avez peut-être déjà entendu parler de Doppler. Eh bien, avec des Doppler, on va mesurer des vitesses de sang dans ce cœur. Eh bien, on va pouvoir mesurer des vitesses de sang qui vont sortir du cœur ou qui vont rentrer. En sortie, vous voyez un exemple ici sur ma deuxième image. Vous avez une autre cavité qui est apparue, une petite cavité. Ici, c'est l'aorte. L'aorte, c'est on va dire le conduit de sortie qui va permettre de faire injecter le sang. Eh bien, dans cette aorte, on peut faire des Dopplers simplement pour avoir ce que vous voyez ici, enfin, sur une dernière image, ici, des flux de sang. Donc, on a chaque cycle cardiaque, on va avoir un flux de sang, un flux qui va s'éjecter et qui va permettre de mesurer ce fameux volume d'éjection systolique. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que l'échographie cardiaque, ça a débuté dans les années 80. Et qu'aujourd'hui, 40 ans après ces premières échographes, eh bien forcément, il y a eu une révolution technologique qui s'est opérée. Et aujourd'hui, on a des outils, on va dire depuis une quinzaine d'années, une dizaine d'années, on a des outils qui vont se centrer directement sur le myocarde. Et là, vous avez un exemple de vidéo où on va, avec des curseurs, faire le contour du ventricule. Et ça va nous permettre d'étudier les déformations du myocarde à plein de zones. Et c'est ça, justement, qui va nous permettre d'évaluer la contractilité du myocarde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils où on ne regarde pas juste les flux de sang qui vont rentrer, qui vont sortir, mais on a des outils très spécifiques qui vont vraiment étudier le fonctionnement du muscle cardiaque. Alors, bon, là, c'est quelques exemples. Là, je reviens en arrière. Vous voyez, on a le ventricule, c'est un peu la forme d'un ballon de rugby. C'est ovale. Et ce ballon de rugby, on peut le couper dans plein de sens. Et imaginez, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran, mais ce ballon de rugby qu'on voit de profil, si on le regarde de face, à un moment donné, c'est comme si on coupait le ballon en deux. Eh bien, on va avoir un cercle. C'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est une autre coupe cardiaque. Et si, sur la coupe précédente, on peut étudier ce que l'on appelle des déformations longitudinales, c'est-à-dire sur un grand axe du ventricule, sur sa longueur, et bien sur d'autres coupes, on peut regarder par exemple des déformations circonférentielles. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans le détail de la systole, mais c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, on peut avoir des outils très précis et très pointus pour étudier la performance cardiaque au repos, à l'effort, etc. Alors, après la diastole, donc je vais parler après la systole, je vais parler de la systole et de l'éjection. Bien entendu, il y a une autre phase qui est la diastole. À chaque cycle cardiaque, votre ventricule éjecte le sang, mais à chaque cycle cardiaque aussi, votre ventricule se remplit. Donc la diastole, c'est le remplissage des ventricules et ça va être lié cette fois pas à la contraction du muscle cardiaque, mais à son relâchement. Votre muscle il se relâche et ce relâchement, ça va permettre de faire rentrer le sang dans le ventricule. Alors, cette rentrée de sang qui se fait tout d'abord par la relaxation du ventricule et puis ensuite l'oreillette. Elle sert à ça, l'oreillette. L'oreillette, elle va se contracter pour finir le remplissage des ventricules. Alors là encore, vous voyez, je remets ma vidéo. On a ce cycle cardiaque. Et bien là, au lieu de faire des Dopplers tout à l'heure, comme on a vu dans l'aorte, et bien cette fois, le sang, il monte de l'oreillette et il va rentrer dans le ventricule. Donc, on va faire des flux de sang entre l'oreillette et le ventricule. Et ça va nous permettre de regarder quels sont les flux de sang qui rentrent dans ce fameux ventricule. Et donc, on va étudier la diastole. Voilà, vous avez un exemple ici de flux qu'on a enregistré avec le remplissage lié à la relaxation du ventricule et derrière la contraction de l'oreillette. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer que c'est bien en deux phases. Autant l'éjection, ça se fait en une phase, autant le remplissage des ventricules se fait en deux phases. Remplissage passif, c'est la relaxation du ventricule. Remplissage actif, c'est la contraction des oreillettes. Alors, bon, ça, c'était un petit peu on va dire la séquence révision pour ceux qui ont un peu oublié tout ça. Maintenant, je vais revenir un peu au vif du sujet, c'est eh bien, quel est l'effet de l'entraînement sur le cœur, c'est-à-dire un cœur de sportif qui fait beaucoup
d'entraînement en endurance, comment ce cœur va s'adapter? Tout d'abord, on va se poser la question en conditions de repos. C'est-à-dire, imaginez, on prend un sportif, on l'allonge, on prend l'échographie, on fait une échographie cardiaque, on regarde finalement quelles sont les adaptations, c'est quoi un cœur de sportif endurant. Alors, pourquoi déjà ce cœur il va se modifier? On va dire qu'il y a un remodelage cardiaque. Qu'est-ce qui fait que chez le sportif d'endurance, le cœur se modifie? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les sports d'endurance, le facteur majeur, ça va être, le facteur qui est prépondérant, ça va être qu'on est dans des efforts dynamiques. Et ces efforts dynamiques, comme vous le voyez sur la photo ici, où j'ai mis des flèches, ces efforts dynamiques, ça va faire remonter le sang vers le cœur. Donc, j'ai mis des flèches là. Il faut imaginer qu'à chaque fois que vous faites soit de la course à pied, soit du cyclisme, eh bien, à chaque fois, c'est ce que j'ai mis ici sur le petit schéma, vos muscles vont appuyer sur les veines et ça va faire remonter le sang vers le cœur. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la pompe musculaire. Vos muscles, ils vont appuyer pour faire remonter le sang au cœur. Et ça, qu'est-ce que ça va engendrer? Eh bien, ça va engendrer ce que l'on appelle au niveau du cœur une surcharge volumique. C'est-à-dire que d'un coup, mettez-vous à la place du cœur, le cœur, il va d'un seul coup recevoir énormément de sang qui va remonter soit des jambes, soit des bras, suivant les sports, mais le sang va remonter vers le cœur. Et donc, c'est ce qu'on appelle une surcharge volumique. Et cette surcharge volumique, ça va faire quoi? Eh bien, ça va étirer les parois du cœur, puisqu'il y a plus de sang qui remonte, donc ça va l'étirer, et au fur et à mesure, ça va entraîner des contraintes mécaniques sur le cœur qui vont progressivement faire que ce cœur va s'adapter. Alors, c'est ce que vous avez ici sur la diapo. Alors, je ne sais pas si vous voyez complètement, parce que moi, j'ai les vidéos dessus qui s'impriment, mais peut-être que vous avez le cœur. Et donc, au fur et à mesure que vous faites votre entraînement, plusieurs fois par semaine, vos compétitions, etc., au fur et à mesure que vous avez cette surcharge volumique, petit à petit, votre cœur va s'adapter. Et ces adaptations, ça porte un nom scientifique que l'on appelle le cœur d'athlète. Donc, quand on dit cœur d'athlète, c'est pas que le cœur du sportif qui fait de l'athlétisme, mais c'est le cœur du sportif qui va faire des disciplines aérobies. Donc, c'est ce que les anglo-saxons appellent le athlete's heart. Alors, ce cœur d'athlète, finalement, quelles sont ses caractéristiques? Alors, on va déjà se mettre en condition de repos. Comme je vous l'ai dit, on va réfléchir à ce cœur en condition de repos. On regarde comment il fonctionne. Alors, vous allez être déçus parce que ce cœur en condition de repos, eh bien, finalement, il a peut-être, au niveau de sa fonction, pas tant de différence que ça avec un cœur de sédentaire. Alors, la première caractéristique, c'est ce que vous voyez ici. J'ai tenté une petite animation ici. Vous voyez au niveau du cœur. La première caractéristique de ce cœur de sportif, c'est que c'est un cœur qui s'est hypertrophié. C'est-à-dire que c'est un plus gros cœur qu'un cœur de sédentaire. D'accord? Donc, ça, c'est une première caractéristique. C'est ce que l'on appelle une adaptation morphologique. Vous voyez, sur la gauche de la diapositive, j'ai mis morphologique. On a une adaptation morphologique. Donc, on appelle ça une hypertrophie cardiaque. En gros, si vous faites du sport aérobie, eh vous allez avoir un cœur plus gros que la normale. Alors, plus gros que la normale, ça veut dire des ventricules plus gros, un myocarde qui est un peu plus épais. Ah, Stéphane, on t'a perdu. Stéphane? Stéphane?
Bon, Stéphane a été déconnecté, il revient vers nous. Par contre, je demanderai à ceux qui se reconnectent, qui désactivent le son, Ino et puis d'autres, parce que ça fait un bruit de fond. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je suis bon. Tu es de retour sur la bonne diapo. Alors, je m'en suis arrêté où pour vous pour savoir le remodelage, tu parlais du ventricule et de l'épaisseur du myocarde. D'accord. Ok, donc voilà. Donc excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Donc voilà, je vous disais que en fait, ce cœur il était plus gros, la taille des ventricules était plus gros, l'épaisseur des parois était plus importante, etc. Ensuite, je disais qu'au niveau fonctionnel, c'est au niveau de sa fonction, la première chose que l'on sait, que vous savez tous, c'est que ce cœur de sportif d'endurance, c'est un cœur qui bat lentement. On dit qu'il y a une bradycardie de repos, c'est-à-dire que si on prend un sédentaire qui a une fréquence cardiaque qui va être entre 60 et 80 battements par minute, mais chez le sportif, c'est pas rare d'avoir des fréquences cardiaques qui sont plutôt entre 40 et 60 battements par minute, voire parfois chez certains plus. Alors, je donne une fourchette, parce qu'il y a l'effet de l'entraînement aérobie, mais il y a aussi des facteurs génétiques. D'accord ? Il y a forcément des facteurs génétiques aussi qui interviennent. Il y a des gens qui ont des cœurs qui battent plus lentement que d'autres. Donc, c'est pour ça que je donne une fourchette, mais de manière globale, on a forcément une bradycardie de repos. Avec la bradycardie de repos, on a autre chose qui s'adapte, c'est ce fameux volume d'éjection systolique dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que votre cœur bat plus lentement, mais à chaque contraction, il éjecte plus de sang dans la circulation. D'accord ? Et au final, donc quand on fait le produit des deux, c'est finalement le débit cardiaque en litres par minute. Eh bien, chez un sportif d'endurance, on a à peu près les mêmes données que chez un sédentaire. Globalement, le débit cardiaque, ça va être aux alentours de 5 litres par minute. C'est-à-dire que quand on regarde ce cœur, eh bien, finalement, en condition de repos, il éjecte la même quantité de sang par minute, sauf qu'il bat plus lentement et qu'il est plus efficace à chaque battement. D'accord ? Et puis enfin, si on va un petit peu plus loin, alors sans rentrer trop dans les détails, mais si on va un petit peu plus loin, alors voilà, des fois ça met un peu de temps à réagir. Si on regarde la systole avec la contraction du muscle cardiaque, la diastole avec son relâchement, eh bien finalement, on est très déçu de ce cœur de sportif parce qu'on retrouve un cœur de sportif qui est globalement normal dans sa fonction. D'accord ? Donc finalement, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas en condition de repos qu'il va être performant ce cœur, mais bien entendu, vous imaginez que ça va être en condition d'effort. Et là, donc, je vais juste développer un petit peu en condition d'effort. Ce qui est important sur ce cœur, c'est sa performance à l'effort et notamment sa performance à l'effort maximal. Quand on dit à l'effort maximal, pour bien clarifier les choses, c'est quand votre pompe, quand votre cœur, il est au maximum de sa performance et souvent ça correspond au moment où vous êtes à votre fréquence cardiaque maximale. Si vous avez une fréquence cardiaque maximale à 180, eh bien c'est à ce moment-là que vous aurez votre débit cardiaque maximal. Alors, chez un sédentaire, il faut savoir que tout à l'heure, je vous ai dit à peu près 5 litres par minute au repos. Chez un sédentaire, c'est 10 à 15 litres par minute au repos. C'est-à-dire que le sédentaire, il est capable de multiplier par 2 ou par 3 son débit cardiaque. Alors, pourquoi le débit cardiaque augmente à l'effort ? Bon, j'imagine que vous le savez, c'est que simplement, eh bien, ce débit cardiaque, il va transporter l'oxygène, il va permettre de transporter l'oxygène et donc il va permettre aussi d'alimenter les muscles en oxygène et donc d'utiliser la voie aérobie de manière plus importante. Alors maintenant, chez le sportif, eh bien, c'est là où chez le sportif, il va y avoir une grande différence parce que le débit cardiaque maximal, il va être largement supérieur au sédentaire. Alors, je vous donne quelques chiffres. C'est des chiffres, vous allez me dire, qui datent, parce que je cite un article de 1968. Donc, rassurez-vous, dans les cartons, quand même, il y a des références plus récentes. Bien entendu qu'il y a d'autres études qui ont été faites. Mais la particularité de cette étude, c'est qu'ils ont mis des capteurs. Ils ont utilisé des méthodes, on va dire, qu'on ne pourrait plus utiliser aujourd'hui, parce que c'est des méthodes par thermodilution, etc., qui sont très précises
pour évaluer le débit cardiaque, mais qui sont aussi invasives, c'est-à-dire que aujourd'hui, on n'aurait plus le droit de les utiliser chez le sportif. Eh bien, dans ces études, notamment chez des skieurs de fond de haut niveau, on retrouve des débits cardiaques jusqu'à 30 à 40 litres par minute. Donc, juste pour vous donner une indication, j'ai mis toutes ces bouteilles d'eau là. Vous allez vous demander, mais pourquoi toutes ces bouteilles d'eau? Eh bien, simplement parce que 30 litres par minute, ça fait 15 bouteilles d'eau à remplir. Donc, il faut juste avoir en tête quand même que le cœur, en une minute, il est capable de remplir ces 15 à 20 bouteilles d'eau. D'accord? Donc, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Pour terminer là-dessus, donc j'ai mis en petit ici, la diastole, elle est améliorée chez le sportif à l'effort. Et ça va être un facteur qui va être très important. Pourquoi cette diastole est améliorée? Je suis en train de vous dire que ce n'est pas tant sa contractilité, ce n'est pas tant le cœur qui se contracte plus fort, mais c'est un cœur qui arrive à bien se relâcher. Alors, en quelques mots, pour vous faire comprendre les choses, on va prendre un exemple, 60 battements par minute au repos. Alors, 60 battements par minute au repos, je vous ai mis un rectangle là, 60 battements par minute au repos. Il faut imaginer que le rectangle, c'est la durée de mon battement, de mon cycle cardiaque. En l'occurrence, j'ai essayé de faire un calcul assez simple, 60 battements par minute, ça veut dire que le cycle cardiaque, il dure 1 seconde. D'accord? Eh bien, pendant cette seconde, au repos, vous avez en rouge, un tiers du temps, c'est la systole, donc l'éjection. 2 tiers du temps, c'est la diastole, la phase de remplissage du cœur et de sa relaxation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en condition de repos, ce cœur, il a vraiment le temps de se remplir. J'ai mis 60 battements par minute. Si on mettait 40 battements par minute chez un sportif d'endurance, on aura un temps de diastole qui sera encore largement plus grand. Maintenant, on va prendre un autre exemple. On va prendre à 180 battements par minute. Eh bien, à 180 battements par minute, je l'ai pris parce que le calcul il est assez facile. Là, la durée du cycle cardiaque, c'est 1 tiers. Donc, 1 tiers, voilà ici la durée de mon cycle cardiaque par rapport à ce que l'on avait vu juste avant au repos. Eh bien, cette fois, à 180 battements par minute, si on regarde les durées de systole et de diastole, eh bien là, on va s'apercevoir que c'est inversé, avec globalement 2 tiers de la systole et 1 tiers de la diastole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes à des efforts d'intensité élevée, la difficulté pour le cœur, ça va être dans un temps très court de réussir à bien remplir les ventricules. Et donc, c'est pour ça, c'était, on va dire, un exemple assez simple pour vous expliquer que la diastole améliorée à l'effort chez le sportif, ça va être quelque chose d'essentiel pour maintenir un bon remplissage cardiaque et donc favoriser un bon débit cardiaque. Voilà. Donc, en synthèse sur cette première partie, donc, vous voyez déjà que l'entraînement aérobie, quand même, ça a un effet bénéfique dans la mesure où le cœur à l'effort, il va être beaucoup plus performant et donc il va permettre d'améliorer le transport d'oxygène et donc forcément la VO2 max. Alors, je vais sortir un peu de ce cadre spécifique du cœur et de son fonctionnement. Bien entendu, il y a d'autres paramètres qui interviennent si on prend de manière un peu plus large. Là, c'est un exemple sur une étude qui est parue en 2005 entre le taux de décès par accident cardiovasculaire et l'activité physique régulière. On va dire les METS, c'est de la dépense énergétique. Au cours d'une semaine, on s'aperçoit que plus la dépense énergétique, l'exercice physique, il est réalisé de manière importante et plus on va diminuer le taux de décès par accident cardiovasculaire. Et ça, de manière intéressante, quand on va regarder par tranche d'âge, regardez ici, c'est la même chose que le graphe de gauche, mais il y a moins de catégorisation, on va dire, sur la dépense énergétique, mais on va prendre en compte les tranches d'âge. Eh bien, regardez, de manière intéressante, quelles que soient les tranches d'âge, donc 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, eh bien, on a systématiquement une diminution des accidents cardiovasculaires en fonction finalement de l'activité physique et de la dépense énergétique que l'on va avoir au cours d'une semaine.
Donc ça c'est pas que le cœur, ça je déborde un petit peu, mais c'est le système cardiovasculaire avec énormément d'effets bénéfiques de l'activité physique. Alors, là, c'est un autre exemple aussi. Il y a d'autres exemples aussi qui vont montrer des courbes en U ou en cloche, c'est-à-dire que vous voyez à un moment donné, la courbe, elle va s'arrondir un peu comme ça. Vous avez ici en abscisse l'activité physique journalière, et puis vous avez en gros toutes les causes de mortalité, c'est-à-dire qu'on a regardé la mortalité en fonction de la dépense énergétique, enfin de la durée d'activité physique journalière. On s'aperçoit que bien entendu, il y a un lien entre les deux, parce que là, c'est la réduction hein, en ordonnée, bien entendu, mais qu'à un moment donné, ça va s'infléchir comme ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a peut-être, certes, un effet dose-réponse, mais il y a peut-être aussi une limite à ça. Au final, sur cette première partie, quand même, pour essayer de répondre à ma question de départ, est-ce que le sport d'endurance est-il bon pour le cœur ? Bon, là, je pense que je vous ai facilement convaincu en vous disant oui, effectivement, bien entendu, le sport d'endurance est bénéfique pour le cœur, puisqu'on va avoir une amélioration de la performance cardiaque à l'effort, et puis, bien entendu, de manière plus large, une diminution du risque cardiovasculaire. D'accord ? Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Maintenant, on va partir quand même sur un autre point. On va revenir un peu à notre point de départ, qui est quand même ces sports de très longue durée. Dans ces sports de très longue durée, aujourd'hui, alors tout est relatif. Hein, finalement, aujourd'hui, je vais me mettre dans un modèle où le marathon, ça reste finalement des exercices les plus courts dans ce que je vais vous présenter. D'accord ? Donc, le marathon, c'est 2 à 4 heures d'effort, un peu plus de 42 km à réaliser. On va trouver, bien entendu, alors j'ai mis que des exemples, hein, parce que vous savez tous comme moi qu'il y a plein d'épreuves aujourd'hui entre les biathlons, les swimruns, etc., etc. On peut trouver énormément de configurations. Je prends un autre exemple, les triathlons XXL ou les Ironman avec 3,8 km de natation, 180 en vélo et 42 en course à pied. Là, on va plus être sur un format de 10 à 15 heures d'effort. Et puis, les ultra-trails derrière, où on va parler d'ultra-trail à partir de 80 km jusqu'à, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Tour des Géants. Il y en a certainement plusieurs comme ça qui vont jusqu'à plus de 300 km. Et là, on va être sur des formules de 10 à 150 heures d'effort. La question que l'on va se poser ici, c'est finalement, est-ce qu'une sollicitation cardiaque intense, longue, est-ce que ça va pouvoir épuiser le cœur ? Alors, pour répondre à cette question, on peut avoir plusieurs approches. La première approche, c'est doser un marqueur sanguin que l'on appelle les troponines cardiaques I. Donc, c'est un composé que l'on va retrouver dans le sang. Et ce composé, lorsqu'on le retrouve dans le sang, c'est un marqueur de souffrance myocardique. Alors, je ne suis pas un spécialiste cellulaire. Je sais que là, en ce moment, il y a des personnes qui m'écoutent qui sont plus à la pointe que moi là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, peut-être que quand le cœur s'étire, notamment avec la surcharge volumique, etc., comme je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, il y a peut-être des cellules myocardiques dont les membranes vont se déchirer à des endroits et ça va libérer ces éléments qu'on va retrouver dans le sang. Donc, en fait, ces marqueurs de souffrance myocardique, lorsqu'on les dose et qu'on les retrouve dans le sang, eh bien, ça va montrer quand même que le cœur, il a souffert. Alors, la question, c'est, après ce type d'épreuve, est-ce que l'on retrouve ces augmentations de marqueurs myocardiques que l'on retrouve, par exemple, chez quelqu'un après un infarctus du myocarde ? D'accord ? Eh bien, la réponse, je la trouve ici. J'ai essayé de trouver les études les plus récentes, et notamment en 2019, il y a une étude intéressante qui fait le bilan. Et dans ce bilan, ils ont récupéré 32 études chez qui on a dosé ces marqueurs de souffrance myocardique à l'arrivée de ces courses longues et épuisantes. Donc, sur la période 1999-2020, c'est-à-dire sur les 20 dernières années, on va retrouver 32 études qui ont fait ces analyses. Eh bien, on s'aperçoit quand on poule toutes les données qu'on va retrouver en moyenne une élévation de ces marqueurs de souffrance myocardique chez 45,6% des sportifs.
Donc, ça veut dire que ce n'est pas rien quand même, hein. Ça veut dire que chez près de la moitié des sportifs, à l'arrivée d'une course de longue durée, eh bien, on va retrouver une élévation de ces marqueurs de souffrance myocardique. Par contre, bonne nouvelle, dans toutes les études où on a remesuré 24 heures après ces taux, eh bien, on s'aperçoit que 24 heures après la course, il me semble me rappeler, dans 11 études sur 12, on ne retrouve plus d'élévation de ces marqueurs de souffrance myocardique. Ça veut dire quelque part que ici, on doit être sur un phénomène transitoire et ça revient à la normale globalement 24 heures après. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. On va dire quand même que ce cœur, quand même, il souffre. D'accord ? Quand on l'utilise, quand on le sollicite pendant des heures à haute intensité, on va avoir un cœur qui souffre. Dernier petit point sur ces marqueurs de souffrance myocardique, c'est un point que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde quels sont les paramètres qui les influencent, il semble aujourd'hui que le facteur qui ressort le plus, c'est l'intensité de l'épreuve. C'est ce que vous avez ici, alors je vous passe les détails, c'est un peu technique, mais en ordonnée, la survenue de ces marqueurs de souffrance myocardique, et en abscisse, vous avez la fréquence cardiaque moyenne au cours de l'épreuve. Vous voyez, il y a quand même une corrélation significative, à savoir que plus l'épreuve va les réaliser à haute intensité, et il semble que plus ces marqueurs, on va les retrouver. D'accord ? Après, il n'y a pas beaucoup d'autres impacts que l'on peut noter. Il n'y a pas forcément d'impact de l'âge. Il n'y a pas forcément d'impact du niveau d'entraînement, même si sur la fonction, tout à l'heure, on va voir que oui. Mais il y a surtout un impact de l'intensité d'effort. Alors, une autre approche pour évaluer cette fatigue cardiaque, c'est finalement de se baser sur l'échographie cardiaque. Alors, les premiers qui ont regardé si le cœur fatiguait à partir d'échographie cardiaque, c'est une étude qui date de 1987. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, le début de l'échographie, c'est dans les années 80. On est au tout début de l'échographie cardiaque. Et ces Américains, ils ont une bonne idée, c'est de faire des échographies avant la course. Notamment, là, c'est sur le triathlon Ironman d'Hawaï. Ils font des échographies cardiaques avant la course et ils refont l'échographie cardiaque à l'arrivée de la course. Et là, ils s'aperçoivent que, comme vous le voyez ici, alors c'est un vieux marqueur, celui-là, je vous passe les détails, mais c'est un marqueur de contractilité cardiaque, on va dire d'éjection. Ils s'aperçoivent qu'à l'arrivée de la course, ce marqueur il est diminué. Et finalement, c'est les premiers à émettre l'hypothèse quand même qu'après un exercice prolongé, il semble que le cœur soit fatigué. D'accord ? Et ils disent, si vous voyez, j'ai mis le résumé en anglais, c'est simplement le résumé de leur article scientifique, et ils disent quand même, parce qu'ils font une évaluation, je crois, 24 heures après, et ils disent que le rapide retour à la normale suggère que finalement ce cœur est fatigue, et que c'est probablement une fatigue transitoire. Alors le problème, c'est que de 1987 jusqu'aux années 2005-2010, il y a beaucoup de cardiologues, notamment, qui se disent, bon, finalement, le cœur, on voit qu'il est fatigué, mais ce n'est pas une fatigue cardiaque. Ça ne peut pas exister une fatigue cardiaque. Le cœur, il fonctionne moins bien, simplement parce qu'on a des personnes à l'arrivée de la course qui sont déshydratées. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement, si on est déshydraté, le sang il remonte moins bien au cœur, et donc, finalement, le cœur va moins bien fonctionner. Donc, pendant une vingtaine d'années, il y a beaucoup de débats scientifiques et on dit à chaque fois, finalement, ça doit être probablement de la déshydratation, le cœur ne peut pas fatiguer. Voilà, donc c'est la question qu'on se pose et ça va amener le besoin d'essayer de comprendre vraiment ce qui se passe au niveau du myocarde. Alors, dans ce contexte, je vais présenter quelques études que l'on a fait au laboratoire ici sur Avignon. Et notamment, alors c'est une thématique que je ne connaissais pas du tout dans les années 2005. Et puis, moi, j'aime bien raconter cette anecdote. Un jour, il y a un cycliste qui habite près de chez moi. Alors, il habite à Bédouin. Alors, Bédouin, pour ceux qui connaissent,
c'est le départ de la montée mythique du Ventoux. C'est le côté emprunté par le Tour de France chaque année, enfin à chaque fois, et notamment cette année. Et cette personne m'appelle et me dit, ben voilà, j'aimerais battre le nombre de records d'ascension du Ventoux dans la journée. Entre parenthèses, pour vous dire, c'est 13 ascensions dans la journée. Et j'aimerais savoir si j'ai appris que vous faisiez des échographies cardiaques chez les sportifs et je voudrais savoir si mon cœur vous intéresse. Bon. Alors, il me dit qu'il faut que je fasse des échographies cardiaques en descendant dans la voiture, etc., le jour, la nuit, etc. Je me dis, bon, une personne, c'est quand même compliqué à étudier. Mais finalement, je regarde un petit peu les articles scientifiques et je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui étudient justement cette fatigue cardiaque. Et finalement, dans les années 2005, il me vient une idée et je me dis, bah, tiens, on a des nouveaux outils échographiques pour étudier vraiment comment se contracte le myocarde. Eh bien, on va essayer de faire une étude là-dessus. Donc, je contacte l'organisation à l'époque du triathlon d'Embrun, donc l'Embrunman, donc qui m'ouvre les portes de leur course. Et donc, avec quelques collègues, on va participer, donc pas comme triathlète, hein, mais comme scientifique, on va dire, à cet Embrunman. Et on va faire une méthodologie scientifique très classique. On fait toujours un peu la même. On va faire des évaluations, des échographies cardiaques au moment du retrait des dossards, c'est-à-dire en gros de 1 à 3 jours avant la course. Ensuite, bien entendu, les sportifs vont réaliser leur course le jour J et on va les reprendre en échographie. On va attendre un peu que la fréquence cardiaque diminue. On va attendre à peu près 30 à 60 minutes après l'arrivée et on va refaire une échographie cardiaque. Et là, on va comparer avant et après. Donc là, de mémoire, on a 23 triathlètes. Alors, on en a une soixantaine avant. Bon, tout le monde n'arrive pas en même temps. J'étais seul à faire les échographies cardiaques, donc on ne peut pas passer tout le monde. Donc, au final, j'arrive quand même à en avoir 23 avant, 23 après. Et finalement, donc, on fait ce que vous avez vu tout à l'heure au niveau du myocarde. Vous voyez, on place des points. On va étudier comment le myocarde se déforme. Et puis, on va regarder ce qui se passe entre avant et après la course. Alors, j'ai pris un tableau. C'est le tableau de l'étude scientifique. Je vais rester très simple. En vert, la fonction diastolique. En rouge, la fonction systolique. Eh bien, on va s'apercevoir, vous regardez, dans la colonne, la première colonne, c'est avant la course. La deuxième colonne, c'est après la course. Eh bien, si vous regardez, on va passer de 72 à 56. On va passer de 66 à 57, de 10 à 7,8, etc., etc. On va s'apercevoir que la systole, comme la diastole, ça va diminuer de manière assez importante quand même à l'arrivée de cette course. Et puis, on va regarder ce qui nous intéresse dans cette étude, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est les déformations du myocarde pour voir comment ça se contracte, comment ça se relâche. C'est ce que vous avez sur les courbes ici. À chaque fois, les courbes, ça représente un cycle cardiaque. En abscisse, c'est un cycle cardiaque et c'est l'évolution des déformations pendant ce cycle cardiaque. Vous avez en pointillé avant la course ici et vous avez en trait plein après la course. De manière globale, eh bien, sur toutes les déformations, alors on les a pris à plein d'endroits, ça peut être à la base du ventricule, à l'apex, etc. Eh bien, on s'aperçoit que toutes ces déformations sont très diminuées à l'arrivée de la course. Et ça, de cette étude, eh bien, ça va nous permettre d'aller un peu plus loin par rapport à les études précédentes en disant qu'on a quand même des outils vraiment qui vont se centrer sur le myocarde et qu'on a quand même probablement pas seulement une déshydratation, mais aussi vraiment une atteinte au niveau du myocarde. Malgré tout, on n'en est jamais sûr. Pourquoi on n'en est jamais sûr? Parce que les fréquences cardiaques à l'arrivée sont plus élevées. C'est ce que vous devez avoir ici, là. Ça passe de 59 à 76. Forcément, à l'arrivée de la course, la fréquence cardiaque, elle est plus élevée. On a la tension, les pressions artérielles qui sont plus basses. On a peut-être de la déshydratation malgré tout, etc., etc. Et on a quand même donc un certain nombre de facteurs qui nous empêchent d'être sûrs. On n'est pas sûr de nous, on n'est pas sûr complètement à 100%. Donc, face à ce constat, je reviens au laboratoire et puis je discute avec mes collègues. Et j'ai la chance sur Avignon d'avoir des collègues qui font des études sur l'animal. Et sur l'animal, bon,
excusez-moi, c'est un peu plus… c'est un peu moins élégant, on va dire, mais sur l'animal, on peut faire des évaluations du cœur seul, sans prendre en compte les variations de fréquence cardiaque, de déshydratation, etc., etc. Et là, on fait des essais avec les collègues et on va faire quelques essais et on va s'apercevoir que le rat, on arrive à le faire courir 4 heures. Donc, on fait courir des rats pendant 4 heures. Petite pause toutes les heures pour les faire boire quand même, on n'est pas des sauvages. Donc, on les fait boire, on les fait courir 4 heures. Et au bout de 4 heures, donc mes collègues, moi je ne suis pas trop fan de ce genre d'études, je ne dis pas ça pour me dédouaner, mais je ne suis pas trop fan de ce genre d'études, mais mes collègues ont des techniques où finalement on va prélever le cœur de ces souris, de ces rats, pardon, et on va les étudier. On fait ce que l'on appelle du cœur isolé perfusé, c'est-à-dire qu'on n'a plus que le cœur à étudier et on peut regarder comment il se contracte, comment il se relâche. Alors, on ne fait pas avant et après la course, parce que là, si on les découpe avant la course, ils ne pourront pas courir. Donc, on a simplement un groupe de rats qui a couru avec un groupe de rats qui n'a pas couru. Et là, on regarde le fonctionnement cardiaque. Alors, on regarde déjà les marqueurs de dommage cardiaque. Pareil, chez le rat, on peut les mesurer. Ça augmente de manière importante. Donc, on retrouve ce qu'on a chez nos sportifs. Et de manière intéressante, quand on regarde la contractilité du myocarde et sa relaxation, là, on n'a plus d'effet en dehors de ça, on n'a que le myocarde, eh bien, on s'aperçoit que la contractilité et la relaxation est complètement diminuée. Donc, ça veut dire que là, on a une preuve, on est sûr que 4 heures de course chez le rat, eh bien, ça va induire une fatigue cardiaque. D'accord ? Pour aller un petit peu plus loin, on a eu d'autres groupes de rats et on s'est aperçu quand même qu'il y avait une implication du stress oxydant dans cette étude. C'est-à-dire que le stress oxydant au niveau cardiaque, eh bien, il va peut-être entraîner des dysfonctions sur ces myocardes. Alors, pour terminer sur cette notion de fatigue cardiaque, donc comme vous avez vu, finalement, je suis en train de vous démontrer que vraiment le cœur fatigue après ce type d'épreuve. Pour être complet là-dessus, il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre d'études qui ont fait des échographies 24 heures après l'arrivée, 48 heures ou 72 heures, ça dépend des études, mais on va dire que globalement, 24 à 48 heures après l'arrivée de la course, la fonction est revenue à la normale. C'est-à-dire que là encore, on a un dysfonctionnement, comme les CTNI tout à l'heure, finalement, qui semble être transitoire. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Alors, pour terminer sur cette thématique, bon, le format d'étude, il est plaisant. En plus, on va faire des études sur le terrain, directement au contact des athlètes. Donc, c'est quelque chose d'assez sympathique à faire. Donc, on a été sur 2 autres courses. On a été sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, donc, qui se déroule à Chamonix. Donc là, c'est un format de course où il y a 178 km de course et 9400 mètres de dénivelé positif. Et là, de manière surprenante, parce qu'on ne s'y attend pas quand même, de manière surprenante, on n'a plus les mêmes résultats. Les résultats, j'ai juste pris quelques paramètres ici à observer, notamment sur la diastole et sur la systole. Eh bien, là, on a carrément des résultats inverses ou inchangés, c'est-à-dire que la diastole, ça a plutôt tendance à augmenter et la systole, ça reste normal. Alors, plusieurs éléments de réponse sur ces ultra-trails. Juste avant de donner l'élément de réponse, on a été sur une autre course. C'est pour ça que je vous ai mis la photo de ce trailer en première diapo qui finissait le Tour des Géants. C'est qu'on a aussi été faire une étude similaire sur le Tour des Géants, donc là 330 km, 24 000 mètres de dénivelé positif, où là on a fait une échographie avant la course, à la moitié de la course et à l'arrivée de la course. Alors à la moitié de la course, on a le temps parce que sur ce type d'épreuve, quand on dit à un trailer, peut-être pas les premiers, mais quand on dit à un trailer, on prend 1 heure de votre temps pour faire une échographie cardiaque ou une demi-heure, en général, il n'y a pas de problème parce qu'on va dire que sur 75 heures ou 100 heures de course, on n'est pas à une demi-heure près. Donc, on a fait 3 échographies et on retrouve de manière intéressante la même chose que dans l'Ultra Trail du Mont Blanc, à savoir qu'on a plutôt une augmentation de certains paramètres, de volume d'éjection systolique, de fraction d'éjection, de fonction diastolique, etc. D'accord ? Donc, on n'a pas les mêmes résultats. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent
qu'on a discuté et qui peuvent expliquer ça. Le premier facteur, c'est que déjà sur ces courses, on est sur des grandes durées d'effort et forcément, on est sur des intensités d'effort beaucoup plus modérées. D'accord ? Ça n'a rien à voir entre la fréquence cardiaque que l'on va observer pendant un triathlon Ironman ou pendant un ultra-trail. On est sur des fréquences cardiaques ici en moyenne qui vont être peut-être entre 100 et 120 battements par minute. Donc, on est beaucoup plus en dessous. Le deuxième facteur qui est très important et qui nous a surpris, c'est que on a mesuré des volumes plasmatiques, des volumes sanguins entre avant et après la course. Et au lieu de montrer que ce volume de sang diminue à cause d'une déshydratation, le volume sanguin augmente. On a des volumes sanguins qui augmentent aux alentours de 10%. Donc, il y a probablement des bouleversements hormonaux qui font que, eh bien, sur ces courses, avec l'augmentation de ce volume sanguin, c'est le même principe que tout à l'heure. Cette fois, si le volume sanguin augmente, ça remplit mieux le cœur. Et donc, ce n'est pas facile de savoir si on a vraiment une réelle souffrance myocardique dans ces types de courses. Bon, à noter quand même que là, sur cette étude, alors sur l'étude de l'ultra-trail du Mont Blanc ici, on avait dosé les CTNI, donc les marqueurs de souffrance myocardique, et on avait globalement un tiers des sportifs quand même qui avaient des CTNI supérieurs à la normale. Alors, en synthèse sur ce deuxième volet, je vais faire une petite synthèse un peu de ce que l'on connaît sur cette fatigue cardiaque. Cette fatigue cardiaque, on va la retrouver à partir du semi-marathon et du marathon. Ça, c'est là où on va commencer à la retrouver, avec notamment des baisses sur la diastole. Alors, c'est mon interprétation, mais moi, je pense que le modèle qui entraîne le plus de fatigue cardiaque, pour moi, un modèle intéressant, c'est le modèle du triathlon type triathlon XXL ou Ironman. Pourquoi ? Parce qu'on a à la fois une longue durée d'épreuve, mais aussi une épreuve qui reste à haute intensité. Le produit des deux, ça doit engendrer un stress cardiaque quand même qui est important. Et après, quand on va sur les ultra-trails, on a des fréquences cardiaques qui sont plus faibles et peut-être, je dis peut-être, parce qu'il n'y a pas tant d'études que ça, mais on a une souffrance cardiaque qui est peut-être moindre par rapport à ces exercices d'intensité élevée. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, finalement, quand on regarde un peu toutes les études scientifiques, on s'aperçoit quand même que c'est surtout l'intensité d'effort qui est importante dans ces relargages de marqueurs de souffrance myocardique. Donc, au final, sur ce deuxième point, sur ce deuxième volet, alors j'ai mis oui ou non. Je ne suis pas tranché. Comme vous avez compris, le cœur fatigue après un effort de longue durée et les marqueurs, avec un S, de dommages myocardiques sont augmentés. Donc, ça veut dire que le cœur souffre, mais finalement, le retour à la normale 24 heures après, en général, ça va parler plutôt en faveur d'une adaptation physiologique. Il ne faut pas s'alarmer. Ça peut être aussi quelque chose, comme le muscle. J'imagine que le trailer, à l'arrivée de sa course, il a des courbatures pendant un certain nombre de jours. Il a sa fonction musculaire qui est dégradée. Eh bien, moi, j'ai l'intime conviction que la fonction cardiaque, elle est dégradée aussi pendant peut-être 24 heures, 48 heures, et qu'après, ça revient à la normale. Et c'est peut-être même quelque chose qui est bénéfique pour son adaptation, l'hypertrophie cardiaque, etc. Donc, ce n'est pas complètement tranché. Alors, le dernier volet que je vais aborder, puisque peut-être que finalement je suis bavard quand même. Alors, le dernier volet que je vais adapter, c'est je vais partir de cet athlète là qui s'appelle Mika True, qui était très connu par les Américains, parce que c'était quelqu'un qui était connu pour faire entre 40 et 150 km de course à pied par jour. Donc, on va dire que c'était un fou furieux de la course à pied. Et malheureusement, cette personne est décédée lors d'une course de 20 km, très anodine en fait cette course. Et puis on a fait une autopsie au niveau cardiaque et on s'est aperçu que son myocarde, il avait beaucoup de cicatrices et il avait beaucoup aussi de fibrose myocardique. Alors la fibrose, pour rester simple, c'est du tissu, on va dire, cicatriciel et c'est du tissu qui remplace des cellules qui sont mortes notamment et qui va être du tissu qui ne se contracte plus ou qui ne se relâche plus. Donc, on va retrouver ça. Donc, ça interpelle. On peut se poser la question, finalement, est-ce que le modèle qu'on a vu juste avant, quand on le répète au cours de la vie, est-ce que c'est quelque chose, finalement, qui va être néfaste à long terme? D'accord? Donc, c'est une question que l'on peut se poser. Alors, c'est la question que je pose. Donc, la répétition de ces efforts d'endurance ou d'ultra-endurance
a-t-elle un effet néfaste sur le cœur à long terme? Alors, ça, on va dire que c'est en lien parce que ce monsieur-là, finalement, qui est décédé, on dit qu'il est décédé d'une mort subite. La mort subite, c'est le décès, on va dire, spontané, imprévu au cours d'une course. Et si on regarde dans l'histoire, je suis remonté à Philippides. Là, je sais que parmi ceux qui me regardent, il y a Olivier Cazorla qui a mis en place un projet Philippides qu'on a ensemble. Eh bien, Philippides, alors je crois que j'espère pas dire une bêtise, il y a des historiens dans la salle là, mais c'est quelqu'un qui, à l'époque, un grec qui avait couru 42 km pour annoncer une nouvelle, et malheureusement, cette personne est décédée à l'arrivée de la course. Donc j'ai envie de dire que, enfin, à l'arrivée de son périple. Donc j'ai envie de dire que c'est probablement le premier cas de mort subite qui a été rapporté. Des cas de mort subite, il y en a beaucoup. J'ai pris des exemples. Alors celui-là, parce que vu que j'habite, comme vous avez compris, à côté du Ventoux, c'est une mort subite de quelqu'un qui est célèbre, hein, parce qu'à l'époque, ça avait été un drame qui était télévisuel, etc. Donc Tom Simpson, au cours d'une étape du Tour de France, bien, il est décédé à quelques kilomètres du sommet. Alors, il faut savoir qu'il est tombé une fois de son vélo, on l'a remonté sur le vélo, et puis quelques centaines de mètres après, il est retombé de son vélo, mais malheureusement, définitivement. Donc, il est décédé de cette mort subite. Pour la petite histoire, je fais une mini parenthèse. Bon, à l'époque, il y avait aussi beaucoup de prises d'amphétamine. Ça peut être un facteur aggravant. Et il y avait aussi quelque chose qu'on connaît moins, c'est qu'à l'époque, dans le Tour de France, les coureurs n'avaient pas le droit de se ravitailler. C'est-à-dire qu'ils devaient partir avec leur gourde et ils devaient finir l'étape avec leur gourde. Et Tom Simpson, à l'époque, c'était un jour où il faisait très, très chaud, il était très déshydraté. Donc, c'est aussi un facteur qui a pu entraîner sa mort subite. J'ai un autre exemple aussi, puisque c'était télévisuel, ça avait été en direct, Marc-Vivien Fouet en 2003, qui décède devant les caméras finalement sur le stade, aussi d'une mort subite. Donc tout ça, c'est pas pour vous alarmer, mais c'est pour vous expliquer finalement que voilà, la mort subite du sportif, malheureusement, c'est quelque chose qui existe et qui est malheureusement spontané. Alors ces morts subites, du sportif, il y a des Parisiens qui étudient ça de manière très intéressante. Il y a de magnifiques études qui paraissent dans d'excellentes revues de cardiologie, et notamment les études de Marijon. Il y en a un certain nombre qui ont été publiées, et notamment, ils ont publié une étude sur la période 2005-2010, les morts subites au cours de la pratique sportive. Alors, on s'aperçoit que ça, on va dire que c'est les morts subites en fonction de l'âge. Sur cette période 2005-2010, morts subites qui ont été recensées au cours de la pratique sportive. Vous avez dans la population générale, et puis vous avez en rouge chez les jeunes compétiteurs. Alors, il faut noter que il y a un optimum qui est vers 45-50 ans. Alors attention, il faut le mettre aussi en comparaison avec le nombre de pratiquants aussi. Donc, ce n'est pas facile de donner des conclusions à ce schéma. Et puis, vous avez aussi dans ce même article les sports aussi sur lesquels on va retrouver ces morts subites. Eh bien, vous voyez effectivement cycling, jogging, soccer. Bon, là encore, il ne faut pas dire, il y a plus de morts subites dans le cyclisme ou dans la course à pied ou dans le football, parce que bien entendu, c'est à mettre aussi en lien avec le nombre de pratiquants. J'imagine que des cyclistes sur les routes, il y en a aussi beaucoup, et donc forcément, il y a beaucoup de pratiquants, donc il faut le mettre en relation. Alors, la question, c'est quels sont les facteurs qui peuvent engendrer cette mort subite? Alors, je vais juste développer un ou deux facteurs, parce que c'est des facteurs qui reviennent souvent dans les études scientifiques. Le premier facteur, c'est la fibrose myocardique. Et ça fait référence au coureur américain dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est, finalement, est-ce que les sportifs d'endurance qui font du sport d'endurance toute leur vie, est-ce qu'ils sont plus sujettes à avoir de la fibrose myocardique? Donc pour ça, aujourd'hui, la méthode de référence pour étudier la fibrose myocardique, c'est de passer une IRM. Donc c'est une IRM cardiaque qui est spécifique. J'imagine qu'en face de moi, je sais qu'il y en a quelques-uns qui connaissent bien l'IRM. Donc c'est de l'IRM en injectant un produit spécifique qui s'appelle du gadolinium, et puis où on étudie la cinétique dans le muscle cardiaque. Bon, je ferme la parenthèse, mais on peut étudier cette fibrose myocardique.
Alors, il faut savoir qu'il y a quand même peu d'études qui ont évalué cette fibrose myocardique chez le sportif parce que dans une étude de 2019 qui fait le bilan de tout ça, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a 12 études qui ont fait des IRM chez ces sportifs d'endurance. Je parle chez le sportif d'endurance. D'accord. Donc, sur ces 12 études, eh bien, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que quand on regarde chez les sujets contrôle, on a globalement 3% des sujets contrôle chez qui on retrouve de la fibrose. Ici, en l'occurrence, 19 personnes sur 587 quand on prend toutes les études. Si on regarde par contre chez les sportifs d'endurance, on va s'apercevoir que quand même, la prévalence, elle est supérieure puisqu'on va arriver à une prévalence de 21%, ce qui correspond à 163 personnes sur 772. Ça veut dire quand même que chez des sportifs d'endurance, eh bien, on va retrouver une présence de fibrose qui semble être plus importante que chez des sédentaires. Ils ont étudié où se situait la fibrose. Sans rentrer trop dans les détails, il y a plusieurs zones au niveau du myocarde où on va retrouver cette fibrose. Une des zones où on va retrouver la fibrose, c'est la zone où en fait il y a le lien entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Et la particularité de cette zone, c'est que c'est probablement une zone où il y a de fortes contraintes mécaniques pendant les surcharges volumiques que je vous ai présentées tout à l'heure. Ça veut dire qu'à l'effort, c'est probablement une zone où il y a peut-être des contraintes mécaniques qui sont importantes. Donc, les hypothèses, c'est est-ce que les contraintes mécaniques sur le cœur à répétition, c'est pas ça qui entraîne plus de fibrose? Mais ce ne sont que des hypothèses. Je ne pourrais pas répondre plus parce qu'on n'en sait pas plus là-dessus. Les questions en suspens aujourd'hui, c'est finalement, il y a 21% des athlètes d'endurance qui présentent cette fibrose myocardique. Ça veut dire aussi quand même qu'il y en a 80% qui n'en présentent pas. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a des facteurs de risque chez certaines personnes? Ça, on ne sait pas répondre. Deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la fibrose chez ces personnes et une potentielle mort subite plus importante? Là encore, malheureusement, je suis désolé, on ne sait pas répondre. On a juste des constats, mais pour l'instant, on ne sait pas faire le lien. La seule chose qui est expliquée dans ces études, c'est qu'il y a nécessité quand même d'un suivi régulier chez ces personnes pour voir, par exemple, si la fibrose, elle n'augmente pas avec l'âge. Le deuxième point qui peut être intéressant, c'est la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, en gros, c'est des contractions anarchiques de l'oreillette. Et ça, eh bien, ça peut entraîner aussi, ça peut être aussi un risque pour la mort subite. Et bien là encore, on s'aperçoit que la prévalence chez le sportif, c'est-à-dire le nombre, on va dire, de cas chez le sportif, est plus important que chez le sédentaire, puisque quand on regarde des sédentaires ou quand on regarde des sportifs d'endurance, eh bien, on s'aperçoit que c'est 6 fois plus important chez les sportifs d'endurance. Maintenant, ça reste quand même sur seulement quelques pourcents des sportifs d'endurance. D'ailleurs, excusez-moi tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais vous allez peut-être me poser la question, mais sur la fibrose, il y avait une différenciation entre moins de 50 ans et plus de 50 ans, il n'y avait pas de différence en fonction de l'âge. Donc, ça ne vient pas forcément au fur et à mesure, peut-être. Alors, de tout ça, on va en dire quoi? On va en dire que la fatigue cardiaque, c'est dans la réponse instantanée, on va dire aiguë. On fait un effort, on a une réponse cardiaque, 10 heures après, etc. On a une fatigue. À long terme, on peut retrouver, je dis bien on peut retrouver, une augmentation de la fibrose dans le myocarde ou d'arythmie. Ça, c'est une réponse chronique qu'on a à long terme. Maintenant, la question scientifique en suspens, où aujourd'hui on n'a pas la réponse, c'est pourquoi quelques athlètes développent ces pathologies cardiaques à long terme, alors qu'une grande majorité, finalement, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc ça, on ne sait pas répondre aujourd'hui. Un élément de réponse qu'on retrouve dans une étude de 2016, mais c'est qu'une hypothèse, ce n'est pas moi qui la donne. Ce n'est pas une conclusion, c'est juste une hypothèse. L'hypothèse, c'est que peut-être, chez certaines personnes, eh bien, on enchaîne, on ne prend pas beaucoup de récupération, on s'entraîne de trop, on ne respecte pas, on va dire, on n'écoute pas son corps, on ne respecte pas les temps de récupération. Et peut-être que si on n'a pas assez de récupération, eh bien, on va aller sur ce que vous avez en bas à gauche, c'est-à-dire une adaptation, on va dire, néfaste pour la santé avec de la fibrose ou de l'arythmie. Et peut-être que si on récupère,
on respecte des temps de récupération, eh bien, on aura une adaptation qui sera plutôt physiologique et qui sera bonne pour la santé. Mais attention, hein, c'est absolument hypothétique, c'est qu'une piste de réflexion. Alors, je réponds par un troisième point, ce sera l'avant-dernier. Je vous rassure, j'ai presque terminé. Oui, non. Eh bien, comme moi, vous allez être déçus parce qu'on ne sait pas complètement répondre à la question. On s'aperçoit qu'il y a une augmentation de la fibrose, de la fibrillation auriculaire chez certains sportifs, mais seulement, et heureusement, dans une proportion modérée de sportifs, avec un S, excusez-moi encore. Et donc, on ne sait pas s'il y a des liens exacts avec la mort subite. Le dernier point que je voudrais aborder en quelques diapos pour terminer, c'est ce point ici. Là encore, cette équipe de Marijon, elle a regardé les morts subites dans la population générale aux États-Unis sur une certaine période, en dehors de la pratique sportive et pendant la pratique sportive. Et ils s'aperçoivent que sur l'échantillon qu'ils ont évalué au niveau des morts subites, eh bien, il y a 1247 sujets au total. Et sur ces 1247 sujets, il y en a 1184 qui ont fait des morts subites en dehors de la pratique, contre, entre guillemets, seulement 63 pendant la pratique. Donc, ça veut dire que dans cette étude, ils disent que les morts subites dans la pratique, c'est beaucoup plus faible qu'en dehors de la pratique. Et en hypothèse de ce bel article scientifique, ils disent que finalement, ça met vraiment en évidence qu'il y a un effet bénéfique majeur de l'entraînement aérobie. Et c'est comme ça qu'il va falloir voir les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait du sport, on est plus à risque. C'est-à-dire que c'est un peu l'exemple que je prends parfois avec une voiture. La voiture, vous l'avez juste comme ça, vous la démarrez, elle est à l'arrêt, il n'y a pas beaucoup de pression dans le moteur, dans les culasses, etc. Si vous allez sur l'autoroute avec à 130, il y a forcément plus de pression. C'est peut-être là où vous avez plus un risque de casser le moteur. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a un risque qui est plus important obligatoirement quand on fait de l'effort par rapport au repos. Vous allez me dire, vaut mieux rester au repos, assis dans son canapé à regarder la télé plutôt que de faire du sport. La réponse, heureusement, c'est non. Parce qu'il y a un effet protecteur très important de l'entraînement aérobie qui fait que finalement, le sportif qui s'entraîne a moins de risques d'accident cardiovasculaire ou de mort subite à l'effort que finalement presque un sédentaire au repos. Ça veut dire que oui, le sportif, il prend plus de risques à l'effort, mais il a un tel effet cardioprotecteur de l'entraînement aérobie que finalement, le risque qu'il prend, il est extrêmement modéré parce qu'à la base, l'entraînement aérobie a eu un effet très cardioprotecteur. Je terminerai par cette diapo parce que j'adore cette étude, toujours de Marijon. Je suis fan de ces études. Ils ont regardé la mortalité des participants français au Tour de France sur la période 1947-2012. C'est-à-dire qu'ils sont retournés dans les archives, ils ont regardé tous les participants français au Tour de France. Donc j'imagine qu'ils ont fait les Français parce que aller dans les archives à l'étranger, c'est quand même très difficile. Déjà en France, je pense que ce n'est pas simple. Et ils ont regardé quelle était la mortalité et on va dire en gros la mortalité par rapport au reste de la population. Et de manière très intéressante, et ça casse un peu parfois ce que l'on peut penser là-dessus, c'est que là, vous avez la ligne rouge qui est la mortalité moyenne de la population et vous l'avez par tranche d'âge de 5 ans. Eh bien, on s'aperçoit, alors sauf sur les supérieurs à 30 ans, sur les inférieurs à 30 ans, c'est une particularité parce que finalement, ils s'aperçoivent qu'il y a pas mal de jeunes qui ont fait soit des accidents de la route avec leur vélo, soit quelques morts subites, etc. Et qui fait que ça augmente les chiffres. Mais excepté chez ces jeunes, dans toutes les autres tranches, la mortalité par tranche d'âge, elle est très inférieure au reste de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de vous dire que les cyclistes qui ont participé au Tour de France sur la période 1947 2012, excusez-moi, eh bien, ils ont une mortalité qui est beaucoup plus faible que le reste de la population.
Donc, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on pense aussi parfois à efforts. Le cyclisme, on est quand même sur des efforts qui sont très intenses. On a aussi la problématique du dopage avec les amphétamines dans les années 60, avec les stéroïdes anabolisants dans les années 80, avec le PO aujourd'hui. Même si aujourd'hui, attention, dans la limite, c'est qu'on n'a pas assez de recul pour savoir quel est l'impact de l'EPO peut-être pour ceux qui en prennent sur cette mortalité. On le saura peut-être dans 20 ans ou 30 ans. Mais en tous les cas, la conclusion de l'étude que vous avez ici, c'est que sur la base de 786 participants au Tour de France, nous avons observé une diminution significative de la mortalité comparée à la population française générale. Toutefois, nos résultats ne permettent pas de dissocier les effets positifs de l'exercice physique des effets délétères du dopage. D'accord? Alors, bien entendu, le reste de la population, il faut y mettre un bémol, parce que le reste de la population, aujourd'hui, c'est 50% de personnes en surcharge pondérale, c'est 15% d'obèses, une malnutrition, etc., etc. Et que probablement que dans ces coureurs du Tour de France, il y en a certainement un grand nombre parmi eux qui continuent à faire de l'exercice physique, qui est bénéfique pour la santé, etc., etc. Donc, c'est multifactoriel. Mais en tous les cas, c'est un autre indicateur qui montre quand même que finalement, l'exercice aérobie, même intense, il semble quand même être bon pour la santé. Donc, je répondrai finalement à cette question par un dernier point, c'est que le ratio finalement bénéfice sur risque, il est favorable, quelle que soit la quantité de pratique, l'entraînement aérobie semble avoir un effet cardioprotecteur. Bon, et j'avoue qu'au final, quand même, si on regarde le résultat un peu de tout ça, c'est quand même qu'il y a plutôt une majorité de oui. Bon, j'ai envie de dire quand même qu'on en est tous persuadés, j'en suis persuadé. C'est pour ça que parfois, il m'arrive d'emmener les jeunes du laboratoire au sommet du Ventoux avec moi. J'ai envie de dire que même s'ils font une fatigue cardiaque après 2-3 heures de montée, j'imagine quand même que cette activité leur a été bon pour leur cœur. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Alors, j'avais dit à peu près 3/4 d'heure. Je pense que j'ai à peu près passé 1 heure, mais voilà. Merci beaucoup. Et puis, je suis prêt. Je me suis préparé pour toutes vos questions. Merci Stéphane pour cette présentation et toutes ces explications sur le fonctionnement du cœur. Bon, on voit que c'est de la recherche et qu'il y a, voilà, il y a encore des choses à vérifier, mais ça donne une bonne tendance sur les bénéfices de la pratique physique et notamment de l'endurance. Il y a eu 2-3 petites questions. Alors, je ne sais pas si tu pourras y répondre, mais notamment sur est-ce que l'effet de l'altitude sur l'UTMB et le Tour des Géants, sur les trails, pourrait être un facteur explicatif des différences de résultats qu'on a eues avec l'Ironman notamment. Oui, alors c'est une bonne question parce que quand on a soumis l'article scientifique, c'est une question qui nous a été posée par les experts. Donc effectivement, c'est une très bonne question. Mais la réponse, elle n'est pas facile à donner dans la mesure où il faudrait finalement avoir une course qui fait la même durée, la même longueur globalement, enfin au moins la même durée, mais sans avoir tous ces cols à passer. Donc on pourrait comparer. Aujourd'hui, on n'a pas ça, donc c'est difficile. Après, l'autre élément de réponse, c'est que peut-être pendant ces trails, on passe peut-être pas tant de temps que ça en altitude. Donc, bon, j'ai du mal à répondre, c'est pas facile. On a eu du mal à répondre quand on nous a posé la question. C'est pas simple de dissocier finalement l'effet de l'altitude avec l'effet de l'exercice. Donc, c'est pas facile. D'accord. Il y avait une autre question. Alors, il y a aussi Anne-Charlotte Dupont, le médecin fédéral, qui est aussi spécialiste sur le cœur, qui pourra intervenir et compléter si besoin. Sur le surentraînement, est-ce que ça pourrait être un facteur de risque? Alors, moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la diapo. Le surentraînement, ça va un peu, finalement, être en situation de surentraînement, c'est forcément ne pas respecter assez de temps de récupération par rapport au temps d'entraînement. C'est de là que vient progressivement le surentraînement. Donc, si je fais référence à la diapo tout à l'heure, la réflexion un peu actuelle, c'est est-ce que finalement avoir ces périodes de récupération trop courtes, est-ce que ce n'est pas ça qui peut être un des facteurs à terme qui peut engendrer ces modifications cardiaques néfastes? Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que le surentraînement, c'est aussi et surtout, j'imagine, des désordres hormonaux, etc. On va dire sur d'autres grandes fonctions de l'organisme.
sur le cœur, en tous les cas, aujourd'hui, je ne pense pas que scientifiquement on puisse répondre à cette question. C'est sur d'autres aussi, peut-être je laisserai répondre à Anne-Charlotte, mais pour moi, c'est beaucoup aussi sur d'autres grandes fonctions. D'accord. Donc, Anne-Charlotte, si tu veux compléter, puis peut-être une question pour toi, Anne-Charlotte, où il y a eu des questions sur l'impact du Covid sur le myocarde. Alors, je ne sais pas si Steph, tu es au point Alors là-dessus, là, c'est assez récent, je mais laisse Anne-Charlotte a volontiers ma peut-être aussi place des... là-dessus. Je laisse volontiers ma place là-dessus parce que je ne me suis pas du tout intéressé à l'impact du COVID sur le myocarde. Donc là, je ne pourrais rien dire du tout. Ok, alors merci Stéphane pour cette présentation. Anne-Charlotte, on t'entend pas beaucoup, si tu veux te rapprocher de ton micro. On va faire autrement, bouge pas. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est mieux, merci. Voilà. Alors, effectivement, je vais compléter, enfin compléter, non, je vais approuver ce que disait Stéphane par rapport au surentraînement. Moi, je ne suis pas convaincue que l'un provoque forcément l'autre, mais comme tu le disais très bien, le fait d'être surentraîné, qu'est-ce que c'est que le surentraînement? Comme tu le disais Stéphane, on ne va pas laisser, on va dire, le temps suffisant à notre corps de récupérer suite à une charge d'entraînement, que ce soit en termes d'intensité, en termes de volume ou en termes de répétitivité des séances. Donc ça ne va pas forcément effectivement générer une fatigue au niveau cardiaque, mais plus une fatigue globale, notamment au niveau de la régulation, ce qu'on appelle autonomique, donc c'est-à-dire les jeux des systèmes autonomes sympathiques et parasympathiques qui régulent un petit peu, on va dire, tout l'organisme que nous sommes, avec également des implications hormonales qui seront, on va dire, secondaires à tout ça. Donc, il n'y aura pas, à mon sens, on ne verra pas, dirais-je, de désadaptation ou de mauvaise adaptation de l'hémodynamique, de la dynamique cardiaque. Par contre, on aura des marqueurs comme la fréquence cardiaque qui seront effectivement sous l'influence de ces régulations parasympathiques et sympathiques et qui seront, dirais-je, observées. En quoi on le verra? Eh bien, ça sera une fréquence cardiaque de base qui sera ou plus haute ou plus basse, une fréquence cardiaque maximale qui sera ou plus haute ou plus basse, encore une fois, par rapport à l'habitude, une vitesse, dirais-je, de récupération cardiaque, donc c'est-à-dire le nombre de battements que l'on va perdre sur les 2 premières minutes, qui va être beaucoup moins rapide que d'habitude, donc aussi tant est qu'on ait une base solide d'observation. Mais on n'aura pas, à mon sens, comme on pourrait le voir par exemple chez des personnes qui ont fait un infarctus, un cœur qui se contractera moins bien, qui pompera entre guillemets moins fort. Voilà pour ce que je voulais rajouter, dirais-je, sur le surentraînement. Maintenant, par rapport au coronavirus, alors, comme tout virus, effectivement, on peut avoir un impact cardiaque au sens large du terme, et notamment le risque de myocardite. Qu'est-ce que c'est la myocardite? C'est une inflammation du myocarde. Donc, c'est vraiment la structure, le muscle pur et dur du cœur qui sert à contracter. Ça, on en a un petit peu parlé dans la presse sportive, mais il ne faut pas oublier que ce risque existe pour tout virus, quel qu'il soit, y compris pour le virus de la grippe. Au début, on a été assez effrayés, on a pris énormément de précautions parce qu'on voyait beaucoup de personnes, notamment en réanimation, qui avaient du coup des séquelles, un impact cardiaque assez important. Et donc, on a été extrêmement précautionneux avec donc cette population de sportifs, notamment à la Fédération française de triathlon. On a encouragé dans les différentes newsletters et supports de communication à consulter au moins son médecin si on avait eu, dirais-je, des symptômes de coronavirus, si on avait été en contact, ou tout simplement si on avait été positif, on va dire, sans symptômes. Parce qu'on craignait ce risque effectivement de faire une myocardique avec des séquelles derrière dont Stéphane a évoqué les conséquences. Quelles seraient-elles? Ça serait des zones de fibrose, ça serait un cœur qui contracte moins bien, en sachant qu'un cœur qui contracte moins bien à un terme, c'est l'insuffisance cardiaque qui guette à très long terme. Et la fibrose, comme l'a dit Stéphane, ça peut être aussi pourvoyeur, dirais-je, de troubles, ce qu'on appelle arythmogènes, donc de troubles du rythme cardiaque qui peuvent être potentiellement délétères et conduire, comme tu l'as dit Stéphane, à d'authentiques morts subites. Donc ça, c'est vraiment, si on brosse le tableau le plus noir possible. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que
Bon, tous les sportifs qui ont eu un Covid positif ou pas, enfin symptomatique ou pas, n'ont pas forcément appliqué les recommandations d'usage et n'ont pas forcément fait non plus, dirais-je, d'exploration. Et aujourd'hui, vont très bien. On se rend compte que finalement, c'est pas si dramatique que ça. Ça veut pas dire qu'il faut, voilà, ne pas faire attention, dire: «Ouais, c'est pas grave, moi j'ai fait un Covid, allez, on y va». Non, il faut être vigilant. Donc c'est vrai qu'il faut l'être d'autant plus s'il y a eu des symptômes, avec des symptômes qui ont perduré, après, dirais-je, l'infection initiale, avec, des difficultés à s'entraîner, avec un essoufflement, avec des douleurs thoraciques. Voilà, dans ce cas-là, bien entendu, il faut au moins, voir un médecin et même plus voir un cardiologue pour être sûr qu'il ne s'est rien passé en dessous. Merci Anne-Charlotte. Alors peut-être une dernière question sur l'âge. Est-ce qu'on peut à tout âge commencer des entraînements à forte intensité ou très longs? Il y a des questions sur de faire des Ironman à un âge, voilà, à un âge avancé après 50 ans ou faire des exercices d'intensité forte sur les jeunes. Est-ce qu'il y a des Ok. préconisations sur les très jeunes ou les un peu plus vieux, Ok. indépendamment forcément de l'entraînement? Oui, effectivement, j'ai regardé un petit peu vos questions avant de faire la présentation. Là, effectivement, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de est-ce que, avec l'avancée en âge, on peut toujours faire de l'exercice à haute intensité, etc. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse là-dessus. Je commence toujours par une anecdote en citant un chercheur en physiologie de l'exercice qui s'appelait Astrand. Alors, vous avez peut-être entendu déjà parler de la formule d'Astrand pour calculer la fréquence cardiaque maximale théorique, 220 moins l'âge. Et donc, ce monsieur, jusqu'à 90 ou 95 ans, il a continué à faire de l'intervalle training et puis des exercices à haute intensité. Ça veut dire que lui, il était vraiment intimement convaincu que, quel que soit l'âge, on pouvait faire de l'exercice intense. Deuxième élément de réponse, c'est qu'aujourd'hui, même en réhabilitation post-infarctus, aujourd'hui, on propose des entraînements qu'on appelle à haute intensité d'exercice, le High Intensity Interval Training, le HIIT. Ça veut dire quand même qu'en réhabilitation aujourd'hui, on arrive même à proposer ces exercices à haute intensité. Donc, et le troisième élément de réponse, c'est qu'il n'y a aucun article scientifique qui démontre le contraire, à savoir que l'exercice physique intense est déconseillé chez les personnes plus âgées. Donc, ça veut dire que mon premier élément de réponse, c'est de dire que non, quel que soit l'âge, on peut faire de l'exercice à haute intensité. D'accord. Maintenant, par contre, je vais y émettre un bémol. Le point que je voudrais souligner, c'est sur les personnes en reprise d'activité. Là encore, j'ai une anecdote. Un jour, je monte le Ventoux et il y a quelqu'un qui prend ma roue, qui était très essoufflé et qui discute avec moi et qui me dit: ça fait 20 ans que je n'ai pas fait de sport, ça fait une semaine que j'ai repris. Aujourd'hui, le challenge, c'est de monter le Ventoux. Bon, j'ai discuté un peu avec lui. Je lui ai dit: je pense que ce n'est pas une bonne solution. C'est un risque. Pourquoi? Je vais reprendre l'analogie avec la voiture de tout à l'heure. Vous avez une vieille voiture dans votre garage qui traîne là depuis 30 ans. Vous la remettez en route et elle démarre et vous partez directement sur l'autoroute avec. Bon, le risque de ne pas rejoindre le péage et de sortir de l'autoroute, il est grand. Pourquoi? Parce que vous avez une voiture qui a pendant longtemps pas fonctionné et d'un seul coup, vous la mettez à haute intensité. Mais j'ai envie de dire que l'analogie, c'est pareil pour l'activité physique. Si vous êtes en reprise d'activité, d'une part, il faut le refaire de manière très progressive et d'autre part, si on est en reprise d'activité à partir d'un certain âge, je pense qu'un bilan cardiaque s'impose. J'ai envie de dire au moins une épreuve d'effort avec un électrocardiogramme 12 pistes pour voir s'il n'y a pas de problème particulier. Même si ça a un coût, ça reste modéré par rapport au risque que l'on prend et je pense qu'on est obligé de passer par là en reprise d'activité. Maintenant, pour les personnes qui se sont entraînées régulièrement au cours de la vie, pour moi, il n'y a pas de facteurs qui font que, à partir d'un certain âge, on ne peut plus faire de sport à haute intensité. Je ne vois pas de facteurs, on va dire, qui permettent de dire ça.
Merci si j'ai Stéphane. répondu. Je vous propose je te remercie déjà sur toute cette présentation et sur ces questions. Pour ceux qui ont demandé les supports, le support PowerPoint que Stéphane a utilisé, en fait, tous les webinaires qu'on a fait et dont celui-là sera disponible en replay sur YouTube. Donc, du coup, vous pourrez voir les impacts physio chez les jeunes, sur les intensités, sur le cœur, sur l'entraînement croisé et les résultats qu'on a eus chez les minimes, donc chez les jeunes, sur différents formats d'épreuves avec différentes intensités. Donc, n'hésitez pas de retourner sur YouTube, sur la chaîne de la Fédération pour revoir les replays de ces webinaires. En tout cas, je remercie chaleureusement Stéphane pour cette intervention, Anne-Charlotte aussi, et puis vous tous pour avoir été assidus à cette présentation sur le cœur. Prenez soin de vous, sport et canapé, il y en a qui ont traduit ça comme ça. En tout cas, le Covid permet de bouger encore et restez actifs et bonne soirée à vous tous. Et merci beaucoup. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à être là. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci Stéphane. Au revoir. Au revoir.